Allô? Allô, oui. On peut commencer? Oui. Alors, c'était arrêté à cette diapositive, le défaut d'information, les règles générales d'information. Hein. C'est terminé par cette dernière diapositive. J'avais dit que la responsabilité de l'établissement ou du patient n'est pas engagée en cas d'urgence, rendant impossible l'information préalable de la patiente et si les risques auxquels le patient se trouvait exposé étaient tels qu'il aurait rendu impérieuse l'intervention litigieuse. Donc, attention, c'est de la patiente. Ça, c'est un exemple qu'on avait donné, je crois, qu'on a dit de la patiente. Donc, il y avait probablement quelque chose qui s'était passé. Alors, c'était quand, voilà, c'était une intervention chirurgicale. Voilà. Donc, dans tous les cas, le tribunal, il juge, lui, la possibilité. Il faut qu'on voit, est-ce que le médecin a pris toutes les précautions nécessaires? Il faut que vous soyez toujours prêt à pouvoir vous justifier votre attitude, à pouvoir expliquer votre attitude. Donc, on continue. Alors, aujourd'hui, on va commencer par la preuve, la charge de la preuve du défaut d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de défaut d'information, ça veut dire que le médecin... Professeur. Oui. Excusez-moi. La fois passée, on s'était limité à la diapositive numéro 8. Responsabilité médicale. Ah, numéro 8. Oui, oui. On pouvait même reprendre la leçon. Ah, oui, donc on va être en retard alors. On n'a pas fait tout ça. On n'a pas fait ça. Au niveau de la généralité. On n'a pas fait tout ça. Ah, oui, d'accord. C'est vrai. C'est vrai que vous avez inséré. Mais je vous avais envoyé le cours. Allô? Allô? Alors, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Voilà, donc c'est arrêté la c'est vrai, il y avait une petite blanche. Je demandais, est-ce que je vous avais envoyé le cours? oui, vous êtes d'accord. Très bien. Dans ce cas, s'il y a des questions, on y répond. Le cas on connaît les diapositives, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de reprendre toutes les diapositives. On était seulement à 8 diapos. On ne va pas expliquer 8 diapositives. On va continuer sur les généralités. Alors, certains éléments sont explicitement exclus du champ des préjudices indemnisables, comme par exemple la naissance. Il dispose ainsi que nul ne peut prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Ça pose problème. Seule une personne née avec un handicap résultant d'une faute médicale peut faire valoir ce handicap comme un préjudice indemnisable lorsque celui-ci résulte directement d'une faute médicale. Alors, je vous explique. Il est arrivé une fois, une fille âgée de 17 ans, mais qui est née avec un handicap, porte plainte contre sa mère et le gynécologue
de sa mère, c'est-à-dire lorsque sa mère la porte en état de grossesse, le gynécologue qui suivait sa mère dans les consultations et la mère elle-même, la fille, avait porté plainte contre les deux. Pourquoi? Parce que dans sa plainte, elle disait que pourquoi sa maman et le gynécologue l'ont laissé naître avec un handicap. Alors qu'il savait que déjà dans le ventre de sa mère, on avait trouvé que le bébé qui va venir, qui va être accouché, ce bébé-là porte un handicap. Pour elle, on ne devait pas la laisser naître. On devait faire quelque chose, en tout cas, pour faire un avortement pour que la grossesse ne puisse pas aboutir à un accouchement avec un bébé vivant et bien portant. Et cette fille avait gagné le procès. Le juge avait dit qu'elle a tout à fait raison. Vous ne devez pas la laisser naître dès lors que vous avez observé qu'elle a un handicap. Et le gynécologue et sa mère ont été condamnés. Et c'est pourquoi on vous dit, seule une personne née avec un handicap, résultat d'une faute médicale, peut faire valoir ce handicap comme un préjudice. Donc, elle a un handicap. La faute médicale, c'est quoi? Le gynécologue a trouvé qu'il y a un handicap. Il devait faire un avortement pour ne pas laisser naître ce bébé avec un handicap. Mais pourquoi je suis né? Personne ne peut porter plainte contre sa mère. Pourquoi? Parce que tu es né. Point. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Est-ce que vous avez compris cette diapositive? Aucun enfant n'a de porter plainte contre sa mère l'a laissé naître. Sans problème, bien sûr. S'il y a un problème et que ce problème était connu avant la naissance, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, là, il peut porter plainte et avoir une indemnité. Mais maman, pourquoi tu m'as mis au monde? Tu veux porter plainte parce que tu n'es pas mis au monde. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. D'accord? En plus... Monsieur, oui? Je ne comprends pas pourquoi la gynécologue a été condamnée. Parce que c'est pas sa faute si la maman a décidé de garder l'enfant. C'était sa décision à elle. Non, peut-être que tous les deux étaient d'accord pour conserver et le gynécologue et la maman, peut-être. Parce que si la maman décide de garder, le gynécologue ne peut absolument rien. Ça, c'est vrai. Si le gynécologue décide d'enlever et que la maman refuse aussi, le gynécologue ne peut absolument rien. Donc, si la grossesse a continué, c'est parce que tous les deux étaient d'accord sur le principe. Et que probablement le gynécologue aussi était d'accord. Parce que vous allez voir, la médecine est trop, le droit médical est trop compliqué. Imaginez que l'enlever et que la maman avait refusé. Le gynécologue a d'autres voies de recours. Il peut signaler ça pour dire qu'elle a un enfant handicapé, elle va laisser naître un enfant handicapé. Le gynécologue peut-être n'a pas fait cela lui aussi. En tout cas, le tribunal avait trouvé que tous les deux avaient eu tort. Et on les a condamnés. La loi, c'est la loi. Ok. En plus du préjudice, l'existence d'une causalité apparaît comme un élément nécessaire afin de pouvoir retenir la responsabilité du médecin et de l'établissement de soins. Dès lors qu'on trouve que c'est ça qui est à l'origine de la faute, la responsabilité est engagée. Il est ainsi impératif d'indiquer un lien de causalité entre l'activité médicale constitutive d'une faute et le préjudice subi par le sujet. Par exemple, un médecin un infirmier qui fait une injection intramusculaire à une personne et qui, en piquant, pique sur le nerf sciatique, et qu'à partir de là, le patient est blessé sur son nerf sciatique, et quelques jours après, quelques mois après, il commence à boiter. Si le médecin, si le patient dit que cette boiterie est liée au fait qu'il a été blessé lors d'une injection, la responsabilité du médecin et de l'établissement sont engagées. Si maintenant cette boiterie est tout à fait indépendante de l'injection que le patient a subie, il ne pourra pas être indemnisé. Donc chaque fois quand il y a une faute, il faut prouver l'origine de la faute, la cause de la faute.
la cause de la faute. Si moi je jette une pierre, vous me regardez jeter une pierre sur votre pare-brise de votre voiture et que ça se casse, il y a la faute. Pourquoi? Parce que vous savez bien que c'est cette pierre que j'ai lancée qui est tombée sur la pare-brise et qui est cassée. Mais si vous sortez, vous trouvez que j'ai une pierre entre mes mains. Vous avez aussi votre pare-brise qui est trompé, qui est cassé. Mais vous ne m'avez pas vu jeter. Vous n'avez aucun droit de dire que toi qui as une pierre entre tes mains, c'est toi qui as jeté et qui as cassé. Non? Il faut démontrer le lien de causalité. Ce n'est pas parce que j'ai une pierre entre mes mains que c'est moi qui ai cassé la pare-brise de votre voiture. Tant que vous ne m'avez pas vu jeter sur la pare-brise, vous ne pouvez pas dire que je suis responsable de. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe, bien sûr, parce que si jamais on appelle la police, c'est ceux qui ont des pierres d'abord qu'on va ramasser pour amener à la police, pour interroger, est-ce que c'est vous? Pourquoi vous avez une pierre? Qu'est-ce que vous faites avec cette pierre? Etc. Donc, il y a une procédure qu'il faut suivre. De manière générale, la responsabilité du professionnel de santé est une responsabilité pour faute. Tant qu'il n'est pas fait de faute, sa responsabilité n'est pas engagée. Par exemple, il y a une personne qui fait une crise, il faut que je trouve du Valium pour lui faire une injection pour qu'il se calme. Je n'en ai pas trouvé, ce n'est pas ma faute. Pourquoi? Parce que dans le service, il n'y a pas de Valium. Ce n'est pas ma faute n'est pas du tout engagée. Mais il faut que je fasse tout pour l'amener dans un autre service pour qu'on puisse, ça qu'on appelle la continuité des soins, au moins lui injecter. Mais il ne faut pas que je croise les bras et dire je n'ai pas de Valium, donc je n'ai rien à faire. On a toujours quelque chose à faire. Si vous n'avez pas de quoi traiter, c'est rapidement vers un autre médecin qui peut-être a les moyens de traiter ce patient. Alors, les professionnels de santé sont en principe seulement tenus d'une obligation de moyens. Voilà. Les médecins, les experts, les sages-femmes n'ont pas de moyens pour travailler, pour réussir, pour guérir les patients. On ne peut pas leur accuser de quoi que ce soit. On ne peut pas leur accuser de quoi que ce soit. C'est une responsabilité de moyens, obligation de moyens. Cette fameuse loi 2002 affirme qu'ils ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute. Un médecin n'est responsable d'un geste par rapport à un patient, sur un patient, que si, en faisant ce geste, en faisant ce soin, en exécutant ce soin, il a commis une faute. On ne peut pas accuser un médecin sans désigner la faute. Sans désigner la faute. Comme par exemple, quand un policier arrête une voiture, il demande son permis de conduire et il le garde, il dit parce que tu as dépassé le feu rouge, ou bien parce que tu roulais à une vitesse excessive, ou bien parce que tu as surchargé ta voiture, il y a 6, 7, 8 personnes à te prendre 5, etc. Il faut que tu désignes la faute. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité des professionnels de santé est subordonnée à l'existence d'une faute, d'un préjudice, d'un lien de causalité, A, B et C. S'il n'y a pas ces trois-là, il n'y a pas de faute. Ah, d'accord. OK. Excusez-moi une petite minute là. J'ai reçu un message de l'université. D'accord, monsieur. Je vais y répondre et puis je vous reviens. D'accord. Alors, donc, je disais que pour qu'il y ait une faute, qu'il faut qu'il y ait trois choses. D'abord, ce que vous appelez faute, il faut que ça existe. Ah. Il faudrait que... fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Il faudrait aussi que ce que j'ai fait puisse entraîner un dommage. Puisse entraîner un dommage. Puisse entraîner un dommage. Par exemple, si lui, c'est Moussa qui m'a frappé. OK. Prouve. Effectivement, M. Cham a frappé.
quand M. Diam a frappé, qu'est-ce que ça a fait comme résultat? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que j'ai blessé? Est-ce qu'il y a l'œil qui saigne? Donc, il faut qu'il y ait un préjudice. Ensuite, il faut qu'il y ait un lien de causalité. C'est-à-dire, il y a une plaie, il y a aussi quelqu'un qui a frappé. Donc, si on n'avait pas frappé, la plaie n'existerait pas. Cette plaie est le résultat du fait qu'on a frappé. Donc, c'est ça qu'on appelle lien de causalité. J'ai conduit une voiture, j'ai heurté une moto, la moto s'est cassée. Donc, c'est moi qui ai conduit, c'est moi qui ai heurté. Donc, ça existe. La faute, j'ai heurté alors que je ne dois pas heurter. Donc, il y a la faute. Quand j'ai heurté, qu'est-ce qui s'est passé? La moto s'est cassée. Donc, il y a un préjudice. Ensuite, c'est parce que j'ai heurté que la moto s'est cassée. Donc, il y a un lien de causalité. Par exemple, si je heurte une moto qui est déjà cassée, ça arrive dans les accidents de la circulation. Il y a une voiture qui a fait un accident, et après dommage, tout ça, constat, le monsieur ne répare pas sa voiture. Et 2 jours après, une autre voiture le heurte là où il était heurté avant-hier. Souvent, s'il n'est pas net, il dit que ça vient d'arriver tout de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, il faudrait que c'est pourquoi on a besoin de ce qu'on appelle les experts, expertise. Il faudrait qu'il y ait une faute, il faudrait qu'il y ait un dégât, il faudrait que la faute soit la cause du dégât, c'est-à-dire le dégât et les résultats de la faute. Est-ce que vous avez compris ça au moins pour qu'on puisse continuer? Docteur. C'est bon. Alors, mais en quelque cas, la responsabilité d'être engagée, qui n'ont pas nécessairement commis de faute. Mais ils n'ont pas commis de faute. C'est le B. Donc, quelquefois, il peut y avoir un préjudice B, alors qu'il n'y a pas de A. Alors, 3 types de responsabilités émergent de la responsabilité. Il y a d'abord les responsabilités civiles et administratives, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Alors ça, on vous l'avait expliqué. Je vais cacher la diapositive pour vous demander si quelqu'un peut déjà nous expliquer ça. Parce qu'on a vu ça dans le secret médical aussi. Les 3 types de responsabilités qu'il y a. Responsabilité pénale, responsabilité civile administrative et responsabilité disciplinaire. D'abord, qu'est-ce qu'une responsabilité disciplinaire, une responsabilité médicale disciplinaire, quand on parle de médecin, bien sûr? Pour un médecin, qu'est-ce que la responsabilité disciplinaire? Oui. Très bien. Très bien. Quand on parle de responsabilité disciplinaire, c'est la discipline. Il juge l'ordre du médecin. Ça, le médecin est pas lui condamné par ses médecins. On dit à ses pairs médecins. Nous tous, quand nous sommes médecins, nous devons nous inscrire à l'ordre du médecin avec notre carte, comme quand je suis inscrit à l'ordre du médecin avec tel numéro. Chaque fois que vous avez un problème, l'ordre du médecin vous insistez. Mais chaque fois aussi que vous faites une faute, l'ordre du médecin va vous condamner. L'ordre du médecin va vous donner
exemple, si un médecin est convoqué au tribunal, on l'accuse de quoi que ce soit, l'autre des médecins aussi va se mettre à ses côtés pour l'aider. Si le médecin trouve qu'il n'a pas tort, qu'il n'a pas fauté, mais si l'autre médecin voit qu'il a fauté, alors l'autre des médecins laisse le tribunal faire son travail. Ensuite, lui aussi, l'autre médecin, il va faire son travail. L'autre médecin, c'est comme un syndicat. Il y a un bureau avec un président, secrétaire général, vice-président, trésorier, etc. Quand un médecin est convoqué là-bas, il doit se rendre là-bas pour qu'on l'écoute, pour qu'on le juge. Mais on ne condamne pas, c'est seulement disciplinaire, suspension. Maintenant, qu'est-ce que la responsabilité pénale? Qu'est-ce que la responsabilité pénale? Pénal, c'est-à-dire Les autres oui, madame, vous dites pénal, c'est prison. voilà. C'est le juge condamne la personne. Voilà. C'est si le tribunal condamne la personne pour une peine d'emprisonnement. Maintenant, la peine d'emprisonnement, c'est pas toujours aller en prison. C'est ce qu'on appelle le sursis. La peine d'emprisonnement ferme, c'est ça où la personne doit aller en prison. Il y a aussi la peine d'emprisonnement avec sursis. C'est-à-dire qu'on condamne 3 mois avec sursis. C'est-à-dire que tu condamnes 3 mois, mais tu vas à la maison. Si dans ces 3 mois, tu refais la même faute, non seulement on va te condamner 3 mois de prison, plus maintenant l'évaluation de la nouvelle faute que tu as commise. Donc, un emprisonnement, ce n'est pas toujours ferme, ça peut être avec sursis, bien sûr. Et maintenant, la responsabilité disciplinaire et administrative, ça c'est quand on condamne à payer une amende, à dédommager quelqu'un, un patient. Par exemple, un médecin peut, on te dit, on te condamne, c'est toi qui es à l'origine de ça, un patient guéri, il y a des séquelles qui sont très graves à cause du traitement que tu as appliqué. Tu ne vas pas en prison, mais tu vas dédommager à hauteur de 3 millions, de 4 millions, etc. Voilà donc les 3 types de responsabilités. Responsabilité civile administrative visant à obtenir réparation de préjudice par l'obtention de dommages et intérêts. On appelle ça dans le jargon une amende. La responsabilité pénale destinée à sanctionner l'auteur de faits commis par une peine prévue par le code pénal. Le code pénal, c'est la prison. En outre, le manquement à certaines obligations du code de déontologie médicale, qui est surveillé jalousement par l'ordre des médecins, engage la responsabilité médicale du médecin, dite responsabilité disciplinaire. Très bien. Alors, maintenant, on va voir la responsabilité fondée sur la faute. Jusqu'à présent, on était dans les généralisés. Alors, il y a une responsabilité où on identifie la faute qui a été commise par le médecin. Mais nous verrons qu'il y a une responsabilité sans faute. Il n'y a pas de faute et pourtant le médecin est responsable. Ça peut exister. Regardez ici, quand on en avait parlé là. Non, c'est pas là. Voilà, ici. Regardez. Dans ce diapositive, on a dit l'existence d'une faute A, d'un registre B et d'un lien C, ABC. Il faut ABC pour qu'il y ait une faute. On a dit en bas, dans quelques cas, elle peut être engagée alors qu'ils n'ont pas nécessairement commis de faute. Comprenez maintenant. La responsabilité d'un médecin peut être engagée alors que ce médecin n'a commis aucune faute. Et pourtant, sa responsabilité est engagée. Je vais y revenir plus tard. La leçon est longue. Je crois que probablement nous allons faire ces 2 leçons-là cette année. Les 2 leçons sont très longues et sont très, 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 très importantes. C'est pourquoi je disais qu'on va y aller doucement. Est-ce que vous avez compris? Donc, dans quelques cas, elle peut être engagée alors qu'ils n'ont pas nécessairement commis de faute. Mais nous, on va voir d'abord la responsabilité fondée sur la faute. Et plus tard, on verra la responsabilité sans faute.
D'abord, la faute médicale en matière de responsabilité civile. Il y a des obligations qui imposent aux praticiens, aux médecins, de tout mettre en œuvre pour soigner son patient de la manière la plus efficace et de la manière la plus adaptée. La loi dit au médecin, toi, médecin, tu as devant toi un patient. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire tout ton possible, tout ce dont tu disposes, tout ce que tu peux faire pour mettre ton patient dans de bonnes conditions pour le traiter, pour le guérir. Tout ce que tu peux, on ne demande pas de faire ce que tu ne peux pas. On ne demande pas d'utiliser ce que tu n'as pas. Mais si tu ne l'as pas, que tu peux le chercher là-bas rapidement aussi, il faut le chercher. En tout cas, fais tout ton possible pour traiter, soigner ce patient de la manière la plus efficace et la plus adaptée. C'est ça qui vous attend plus tard, dans quelques années. Alors, deux grands types de fautes sont élevés. D'abord, il y a ce qu'on appelle la violation du devoir d'humanisme du médecin. Le médecin est un humaniste. Il doit respecter la personne du patient, il doit recueillir son consentement éclairé. Nous devons tous respecter la personne du patient, respecter son corps, sa parole, son secret médical, que nous avons déjà vu. Et surtout, tout ce que vous allez lui faire, tout ce que vous voulez lui faire, vous lui expliquez ça, vous lui demandez la de lui faire ça. Vous l'expliquez pour qu'il puisse comprendre. C'est-à-dire un consentement éclair. C'est-à-dire, quand le patient dit oui, je suis d'accord, c'est ça qu'on appelle le consentement, il consent, il est d'accord. Il le fait parce qu'il a compris. Ce que vous avez dit est clair. Il a bien compris. Une petite minute, s'il vous plaît. Humanitaire, un médecin qui est devant un patient doit respecter ce patient. Respecter ce patient, c'est pas seulement bonjour, calmement, bonjour monsieur, etc. Mais respecter le corps aussi. On ne joue pas avec le corps de l'être humain. Il doit respecter la personne du patient et lui demander. Et ça, rares sont les médecins qui le font aujourd'hui en Afrique. Vous avez peut-être une fois voir un médecin, regardez comment on vous a traité. Déshabillez-vous, montez sur la table, on vous crie dessus, etc. Ce n'est pas ça. C'est vrai que le patient a le droit de refuser. Même quand on vous donne une ordonnance, vous lui expliquez l'ordonnance, vous lui dites s'il est d'accord que vous lui fassiez ça. Ensuite, il y a, après la violation du devoir et d'humanisme, le médecin, il y a la faute technique médicale. Le médecin est un technicien. Le médecin a une obligation de délivrer des soins consciencieux et attentifs. Éviter les erreurs diagnostiques, dire que c'est un paludisme alors que c'est une méningite, c'est une faute technique. Erreur dans la réalisation d'un acte, une injection dans le muscle de la fesse, on se trompe, on blesse le nerf sciatique, c'est une faute technique. Donner un comprimé d'aspirine alors qu'il fallait donner un comprimé de paracétamol, c'est une faute technique. Donc, il y a beaucoup de fautes techniques. Donc, éviter de violer le devoir d'humanisme, éviter de commettre une faute technique médicale. Les fautes pouvant entraîner la responsabilité médicale du médecin ou de l'établissement de santé. Il y a la responsabilité médicale pour faute technique. On va les citer, ensuite on va les détailler. Il y a la responsabilité médicale pour non-respect du devoir d'humanisme médical. Il y a les manquements aux devoirs généraux. Vous avez vu ce qu'on a vu au début du cours, les généralités, les devoirs généraux. Le défaut d'information. Attention au quatrième.
Vous devez expliquer à votre patient tout sur sa maladie, sa cause, son traitement, les médicaments, les effets secondaires des médicaments, le pronostic, l'évolution, tout. Cinquièmement, le défaut de surveillance post-opératoire. La sortie du bloc opératoire, il faut surveiller le patient. Et sixièmement, la perte du dossier médical. Donc, c'est 6 fautes. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est les plus importantes. Nous allons les étudier maintenant, une par une. Ces 6 fautes vont entraîner la responsabilité médicale du médecin ou de l'établissement. D'abord, la responsabilité médicale pour faute technique. La responsabilité médicale du médecin ou de l'établissement de santé est susceptible d'être retenue lorsque le médecin commet une faute technique. Ça, c'est tout à fait normal. Le médecin a commis une faute, c'est tout à fait normal que sa responsabilité soit engagée. Celle-ci pourra être caractérisée, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a une faute. Dès lors que le patient a commis une erreur résultant de la méconnaissance des usages et règles scientifiques gouvernant la profession. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas le faire. Vous le faites. Alors que ça ne colle pas avec les règles scientifiques de la profession, donc vous avez commis une faute. En pratique, la faute technique ou l'erreur technique est plus souvent le fait d'une inattention ou d'une imprudence du praticien dans le cadre du traitement. Inattention ou imprudence du praticien dans le cadre du traitement. Donc, on doit faire beaucoup d'attention. Soit c'est le chirurgien qui a mal opéré, soit c'est le médecin qui a prescrit le médicament qu'il ne faudra prescrire. Alors, la faute, est-ce que c'est là que... Voilà. La faute peut également avoir eu lieu pendant le délai concernant la surveillance du patient après que le traitement lui ait été administré. Par exemple, vous venez de piquer en injectant un médicament à quelqu'un, il faut lui demander de se reposer pendant un certain temps avant de se lever pour pouvoir marcher et rentrer chez lui. Dès lors que ce qui arrive au patient est manifestement lié à votre geste, la faute est constituée. La Cour de cassation, qui est la cour au tribunal, qui est la plus élevée avant la Cour constitutionnelle, bien sûr, la Cour constitutionnelle, ça juge autre chose, considère explicitement, c'est de façon non éclairée, tout le monde est supposé le savoir, que la maladresse du médecin peut engager sa responsabilité. Un médecin qui travaille et qui tremble, et en tremblant, il se trompe, il fait un dégât. La maladresse, le fait d'avoir une mauvaise adresse, de mal utiliser les médicaments ou les diagnostics, etc., peut engager sa responsabilité. Et qu'elle est par là même exclusive, ça n'a rien à voir, de la notion de risque inhérent à un risque médical. Par exemple, on sait que ce médicament, c'est ça qui doit le traiter, mais on sait que ce médicament peut entraîner tel malaise, c'est connu, donc c'est un risque inhérent à un risque médical. Quiconque prend ce médicament risque de faire ceci, ça c'est connu.
Mais le médecin, si ce n'est pas dans ce cas-là, tout ce qu'il fait peut engager sa responsabilité. Et il est obligé de le faire, bien sûr. Le diagnostic du médecin peut aussi constituer une faute. Par exemple, dans une situation où le manque de discernement du professionnel a fait perdre au malade la chance d'obtenir une amélioration de son contexte de santé, de son état de santé, ou d'échapper à une infirmité. Si le médecin se trompe de diagnostic, le diagnostic, c'est la nature de la maladie. Par exemple, le médecin vous examine et vous dit, vous avez un paludisme, alors que vous avez une tuberculose. Oui, le médecin vous dit, vous avez une tuberculose, alors que vous avez un paludisme. La faute d'erreur diagnostique constitue une faute. La faute découlant d'une erreur de diagnostic du médecin a pu être caractérisée dans d'autres circonstances, notamment deux échographistes qui avaient affirmé dans le compte rendu que les membres de l'enfant à naître étaient bien présents, alors que cet enfant est finalement né atteint d'une agénésie de l'avant-bras droit. Je vous explique. C'était une femme qui était en état de grossesse. Et quand elle est partie pour faire l'échographie, pour voir comment était son bébé, est-ce que les organes étaient là, les membres, les pieds, les bras, les jambes. L'échographiste, après, a dit dans le compte rendu qu'il a vu le bébé dans le ventre de sa mère avec tous les 4 membres, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Tous étaient là. Il s'était trompé, il avait mal fait son échographie. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est né, on avait vu que l'enfant n'avait pas de jambes, n'avait pas d'avant-bras droit. Il y avait une agénésie. Agénésie, ça veut dire l'avant-bras droit n'était pas sorti. Il n'y avait pas, au niveau du côté droit, il n'y avait pas d'avant-bras. Ça s'était arrêté au niveau du coude. Il n'y avait pas d'avant-bras. Donc là, le médecin qui a fait l'échographie a été condamné. On ne dit pas qu'il a menti. Ce n'est pas un mensonge, ça. Le mensonge, c'est que tu connais la vérité et tu racontes autre chose. C'est ça qu'on appelle le mensonge. Mais là, c'est parce que il a fait l'échographie, il a affirmé que les membres étaient là, les 4 membres, alors que l'autre ne l'avait pas bien vu. En réalité, l'autre ne le disait pas. Attention à ça également. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est une faute. Mais l'intention de mentir n'est pas pu trouver. Mais quand même, c'était une faute. C'était une faute. On pouvait lui reprocher de faire très bien ses échographies. S'il n'avait pas vu, qu'est-ce qu'il avait vu alors qu'il avait vu qu'il avait vu les 4 membres. Alors que l'autre membre, il avait vu seulement jusqu'au niveau coude. L'avant-bras ne glissait pas le côté là. Pour ça, vous êtes d'accord que c'est une faute. De manière générale, le Code de santé publique indique que les actes de prévention, c'est ce qu'on appelle acte de prévention, c'est la vaccination, l'hygiène. Les actes de prévention, les actes d'investigation, c'est-à-dire prélever, faire la radio, faire des analyses, etc. Ou les actes de traitement et de soins sont prodigués par un médecin à son patient ne doivent pas, ces actes ne doivent pas, en l'état de connaissance médicale,
faire courir à ce dernier des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. Tout ce qu'on a fait comme acte de vaccination, de traitement, d'analyse, normalement ne doit pas faire courir au médecin des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. En ce sens, le praticien peut parfois porter des atteintes à son patient dans le cadre de relations contractuelles médecin-malade. Mais ces atteintes ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour la bonne intervention du traitement. Vous savez, quand vous ouvrez une boîte de médicaments, il y a un papier à l'intérieur qu'on appelle la notice. On vous dit contre-indication, quand il y a ceci, quand il y a cela, etc. Mais on ne peut pas faire savoir seule l'atteinte inévitable y égard à la présence d'une anomalie préalablement présentée chez le patient peut exclure la faute du médecin. Si on parvient à démontrer qu'il y avait une anomalie, il y avait quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, un accident de circulation, vous heurtez une voiture aujourd'hui qui a été heurtée il y a 3 jours. Le monsieur, sinon, on peut vous dire que c'est vous qui avez fait les dégâts. Mais si vous dites que le choc que j'ai commis n'a pas entraîné tous ces dégâts-là, probablement tu avais été heurté avant-hier ou les jours passés, on demande une expertise. L'expert pourra dire qu'est-ce qui appartient aujourd'hui et qu'est-ce qui appartient à une autre fois. Donc, les professionnels de santé sont tenus de donner à leurs patients conforme aux données acquises de la science. C'est-à-dire, au tribunal, le médecin va dire, c'est le juge, j'ai donné les médicaments qu'il faut donner, qui sont actuellement sur le marché et qui sont utilisés dans le genre de ce traitement-là. Je n'ai pas donné les médicaments que je ne connais pas. La loi 4 mars précise que toute personne a, compte tenu de son état et le genre des interventions que celui-ci requiert, toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et a le droit de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Donc, le médecin doit prouver que, d'après ce qu'on utilise dans les médicaments que j'ai utilisés, sont les médicaments qu'il faut. Et que les actes de prévention, les actes d'investigation ou de soins ne doivent pas, en état de connaissance médicale, lui faire courir les risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. Il faut toujours qu'on ne peut pas accuser un médecin qui a commis des dommages à un patient en administrant un traitement antituberculeux, alors que c'est le médicament-là qu'il faut chez ce patient. C'est le médicament qu'il faut chez ce patient. Quand c'est un patient qui a une tuberculose, on doit lui donner des médicaments antituberculeux. Je lui donne des médicaments antituberculeux. Il y a des soucis. On peut m'accuser sur ça parce que c'est le médicament que j'ai donné. C'est ça qu'il faut pour ce genre de maladie. Donc, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. Des considérations liées aux possibilités financières du patient peuvent donc autoriser un professionnel de santé à dispenser des soins non conformes aux données acquises de la science de prodiguer des soins. Par exemple, il sait que pour traiter cette maladie, il y a ce médicament-là, mais il est excessivement cher. Si on lui donne ça dans 3-4 jours, il va guérir. Puisque le malade n'est pas acheté, on lui donne un médicament moins cher que le malade est sûr de pouvoir acheter, mais que la maladie va guérir au bout de 2 mois, 3 mois. Donc, vous voyez, ici, ce n'est pas à la faute du médecin. Le médecin aussi ne doit pas donner un médicament excessivement cher à un patient qui ne pourra pas l'acheter, alors qu'il y a un médicament moins cher que le patient pourra acheter. Vaut mieux que le patient achète un médicament moins cher et guérit petit à petit,
plutôt que de ne pas pouvoir acheter un médicament très bien, mais il ne va pas l'acheter. Vaut mieux partir au Maroc en prenant l'avion, ou vaut mieux partir au Maroc en prenant la route. La route. Si on n'a pas d'argent pour 400 000 francs pour avoir un billet à la Royal Air Maroc pour aller à Casablanca, on a au moins 50 000 francs pour prendre la route, aller à Mauritanie, Sahara, etc., etc. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver. Maintenant, arriver dans de bonnes conditions très rapidement, ça, c'est un médicament très cher. Si le patient ne l'a pas, le médecin ne doit pas lui prescrire ça. Parce que le patient ne l'achètera pas. Il faudrait le médecin lui prescrire les médicaments moins chers qu'il peut acheter. Là, c'est la loi. Alors, vos micros, les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. L'erreur de diagnostic ne constitue pas à elle seule une faute, mais elle peut être reprochée au professionnel de santé qui n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires ni fait preuve d'une diligence suffisante. Alors, on avait dit tout à l'heure qu'elle de diagnostic est une faute. Bon, la faute, on peut reprocher au médecin. Donc, si le médecin s'est trompé en disant que les 4 membres sont là, en faisant l'échographie, alors que l'autre membre n'était pas là, ce qu'on peut lui reprocher, qui fait la faute justement, c'est qu'il n'a pas fait preuve d'une diligence suffisante. Si je fais l'échographie, si ce n'est pas clair, je demande à la patiente de revenir une autre fois. Mais en tout cas, je n'arrête pas tant que je n'ai pas vu les 4 membres de l'épaule au poignet, de l'épaule à la cheville. La Cour de cassation met à la charge du praticien une obligation de précision du geste chirurgical ou de chirurgie dentaire. Une obligation de précision du geste chirurgical ou de chirurgie dentaire. Dès lors, toute maladresse engage sa responsabilité et est pour la même exclusive, n'a rien à voir avec la notion de risque inhérent à un risque médical. Vous avez déjà vu cette expression-là tout à l'heure. Nous sommes toujours dans la responsabilité pour faute technique, hein? Elle est longue parce qu'elle est très importante. Le professionnel de santé a aussi l'obligation de recourir aux mesures d'asepsie permettant d'éviter la survenue d'infections nosocomiales. Nous y reviendrons dans les infections nosocomiales. C'est-à-dire, en faisant une injection à quelqu'un, il faut bien nettoyer la partie de la fesse où on va piquer, on va injecter. Et ne pas oublier de faire une asepsie. Dans ce domaine, la loi du cadre exige que le patient établisse l'existence d'une faute commise par le professionnel de santé et prouve que les mesures de prophylaxie étaient insuffisantes et inadaptées au regard des actes médicaux pratiques. Voilà, là, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis un patient. J'ai été piqué par un médecin et il y a un abcès au niveau du point de piqûre. Alors, je dis, je vais porter plainte parce que le point, l'endroit où il m'a piqué, ça fait un abcès. Probablement, il n'a pas bien désinfecté la fesse et les microbes sont rentrés dans la plaie d'injection. La loi dit qu'il appartient au patient lui-même de prouver que c'est l'injection qui est à l'origine de son abcès. Ça qu'on appelle la charge de la preuve. Nous y reviendrons. La charge de la preuve. La charge de la preuve. Dans la charge de la preuve, on demande au malade de donner la preuve que c'est le médecin qui a fait la faute. Ce n'est pas souvent facile, bien sûr. Depuis 2002, la preuve est présumée pour les établissements de santé, lesquels ne peuvent s'exonérer de leurs responsabilités qu'en cas de cause étrangère. Donc, si le patient a eu ça au niveau de l'hôpital, l'établissement est responsable. Sauf faute de la victime porteuse de germes, fait d'un fournisseur d'établissement, force majeure, etc.
exemple, on a bien nettoyé, on a bien injecté, mais après l'injection, le patient lui-même, par une manœuvre quelconque, en tout cas, a été responsable de ce qui lui arrive. Alors, les fournisseurs, ceux qui amènent le matériel à l'hôpital, les fournisseurs ont fourni un matériel qui était déjà souillé. Ou alors, il y a ce qu'on appelle force majeure. Maintenant, la force majeure, c'est très difficile de définir. En cas de force majeure, mais je reviendrai dans le cas de force majeure. Il faut qu'on sache ce qu'on appelle la force majeure. Quand est-ce que la force est majeure? La force est majeure, c'est-à-dire ça dépasse vraiment toute attente. Personne ne s'y attendait et c'est arrivé. C'est ça qu'on appelle la force majeure. Ou alors, c'est arrivé, on a tout fait pour éviter, mais malheureusement, on n'a pas pu. Évidemment, il faut pouvoir démontrer que vous avez tout fait et que vous n'avez pas pu. En revanche, pour les médecins libéraux, ceux qui sont dans le cabinet privé, la victime doit apporter la preuve que le praticien a commis une faute d'asepsie ou de stérilisation pour engager sa responsabilité. Par exemple, tout à l'heure, le médecin qui est à l'hôpital, c'est l'hôpital, le service technique de l'hôpital, la direction de l'hôpital ou le directeur de l'hôpital qui apporte la preuve. Et si c'est dans son cabinet, c'est lui, le cabinet lui appartient, donc le médecin libéral, pour lui, la victime doit rapporter la preuve que le médecin a commis une faute d'asepsie. C'est pourquoi il a un abcès au niveau du point d'injection ou une faute de stérilisation pour engager sa responsabilité. Il n'a pas bien nettoyé le matériel, l'aiguille était tombée par terre, il a ramassé, il m'a piqué, etc. Le médecin est seul maître de traitement et enfin tenu de prendre les mesures nécessaires pour que son patient ne compromette pas sa sécurité. Nous sommes responsables de nos patients, nous devons les aider, les conseiller, etc. Voilà donc toute la responsabilité pour faute technique. On avait 6. Deuxièmement, maintenant, la responsabilité médicale pour non-respect du devoir d'humanisme médical. Le devoir d'humanisme médical regroupe plusieurs situations qui peuvent impliquer le médecin. De manière générale, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Quand le malade sort ou en voyage ou n'est pas là, les autres médecins doivent pouvoir faire le travail. Quand le médecin traitant n'est pas là, les autres médecins doivent pouvoir faire le travail. Dans ce cadre, le médecin peut toujours décider de refuser de prodiguer ses soins à un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais seulement en dehors de cas d'urgence et des circonstances pour lesquelles il manque à ses devoirs d'humanisme. Par exemple, un médecin musulman pratiquant ou chrétien pratiquant peut dire que moi je ne traite pas un homosexuel. C'est bon par rapport à ma religion. Alors, si maintenant il est devant un homosexuel qui a un accident de la circulation, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est une urgence. Il doit traiter. C'est pourquoi on vous dit, mais seulement en dehors de cas d'urgence et de circonstances dans lesquelles il manquerait à ses devoirs. Et s'il n'y a pas d'urgence, il peut, s'il veut, ne pas le faire. Mais dans ce cas, il doit remettre le patient, il va orienter le patient vers un autre médecin qui, lui, pourra faire le travail, pourra faire la consultation. Mais on ne dit pas seulement que je ne vais pas revoir ça, et je ne vais pas l'orienter par ailleurs. Non. En ce sens, le médecin ne peut pas refuser d'appliquer ses soins à un patient que dans la mesure où cela n'empêche pas à la personne malade
de bénéficier du traitement dont elle a besoin et que la continuité des soins est assurée. C'est-à-dire, si le médecin veut de porter secours à son patient, de traiter son patient, et qu'il y a un autre médecin prêt à le faire, disponible, où le patient peut aller, il n'y a pas de souci. Le malade doit aller vers ce patient-là. Mais s'il n'y en a pas, le médecin doit traiter le patient. Donc, le médecin ne peut refuser d'appliquer ces soins que dans la mesure où cela n'empêche pas à la personne. Donc, je refuse d'appliquer. Pourquoi? Parce que même si je ne le traite pas, mon collègue qui est là-bas peut le traiter. Non, il ne faut pas jouer avec ça. Il faudrait que les raisons pour lesquelles vous refusez de traiter ce soient des raisons valables. Donc, le médecin ne peut refuser d'appliquer ce soin en patient que dans la mesure où cela n'empêche pas à la personne malade de bénéficier du traitement dont elle a besoin et que la continuité des soins est assurée. Ça, c'est très important. Lorsqu'aucun soin, qu'aucune raison légitime ne peut être invoquée par un médecin. Donc, vous voyez, le médecin aussi, il faut qu'il s'amuse pour son bon vouloir, pour ses caprices, dire que je ne traite pas cette fille-là, elle est un peu dévergondée, je ne traite pas ce monsieur-là, il est trop autoritaire. Non, ce n'est pas ça. Vous êtes un humaniste. Lorsqu'aucune raison, il faut qu'il y ait une raison légitime. Ce n'est pas des raisons fallacieuses comme ça, à lampe de pèse, vos sautes d'humeur, vous dites je ne traite pas. Non. Il faut qu'il y ait une raison légitime. Mais maintenant, lorsque aucune raison légitime ne peut être invoquée par un médecin pour justifier son refus de soigner une personne en péril, la situation relèvera des dispositions du code pénal, lequel punit quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en danger l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les autres, il pouvait lui prêter soit par son personnel, soit en provoquant un secours. Je vous explique. C'est-à-dire, si moi je vois une personne se noie, je ne sais pas nager, mais je ne dois pas le regarder se noyer, sinon je suis coupable. J'ai refusé d'assister une personne. Vous ne pouvez jamais dire au tribunal, monsieur le juge, moi je ne sais pas nager, donc je ne peux pas l'assister. Je ne peux pas l'aider à sortir de la mer. Non, ce n'est pas ça. Mais vous pouvez crier quand même. Appeler à l'aide. Chacun a une bouche où il peut crier à l'aide, au secours, il y a une personne qui se noie. Vous avez fait, non, vous êtes coupable. Donc, si le médecin, un médecin qui refuse de soigner doit donner des raisons légitimes. Premièrement. Deuxièmement, même si ces raisons sont légitimes, il faut que le patient puisse trouver rapidement une personne qui le soigne. Si le patient ne trouve pas une personne qui le soigne, les raisons légitimes de ce médecin sont nulles et doit traiter le patient. Si les raisons légitimes n'existent pas, aussi il doit traiter le patient. Vous avez compris. Sinon, la loi va vous poursuivre pour non-assistance de personnes en danger. De la même manière, le fait de médecin de refuser de faire appel à un spécialiste, vous ne pouvez pas traiter et vous n'avez pas appelé un médecin aussi pour traiter. C'est une faute. Il ne faut pas dire je ne te traite pas et je vais aller où je ne sais pas. Non, c'est une faute. Allez voir le docteur Bari, allez voir le docteur Aïtou, allez voir le docteur Iman, allez voir le docteur Robert, le docteur André. Voilà son adresse, voilà son cabinet, etc. Donc, si vous refusez de traiter,
Il faut que ce soit une raison légitime et que vous êtes un médecin. Et que vous orientez le patient vers un autre médecin. S'il n'y a aucun autre médecin qui vous oriente le patient, vous devez traiter le patient même si vous avez une raison légitime. Dans ce cas, cette légitimation de votre raison est nulle et non avenue. En outre, le médecin a aussi un devoir d'information vis-à-vis de son patient. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Le code de déontologie. Oui? Et si le patient insiste que le médecin a besoin, alors le médecin lui demande d'aller voir, par exemple, un autre docteur, un médecin? On analyse l'insistance. Pourquoi il a insisté? Je vous donne un exemple. Imaginons qu'il s'agit... Quel exemple je vais donner? Quel exemple? Voilà, une personne qu'on a blessée au niveau de l'œil, ça saigne. Une hémorragie. Donc vous dites, non, moi je suis médecin généraliste, il faut aller voir un entomologiste. Mais est-ce saignement-là, le temps qu'il puisse reprendre un taxi, repartir de l'autre hôpital, mais il peut mourir. Faites quelque chose au moins pour traiter cette hémorragie, ensuite vous l'orientez quelque part. Maintenant, s'il insiste, attention. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que s'il insiste pour que vous le traitiez, que vous insistez dans votre refus de le traiter, et que le malade meurt, il est bien évident que là, vous allez avoir chaud, vous allez fatigué. Mais quitte à prendre l'ambulance ou vous l'amener juste devant le médecin qui va le traiter, qui va prendre en charge. Si maintenant vous l'amenez dans le bureau du docteur Barry, il dit non, moi je vais aller voir le docteur Cham. Dès que le docteur Cham le dépose dans le docteur Barry, il reprend un taxi pour aller rejoindre encore le docteur Cham. Là, il a fait exprès, c'est son affaire. Hein? C'est son affaire. L'essentiel. Mais il faut aussi que le refus du médecin aussi soit légitime. Il faut qu'il y ait des raisons légitimes. C'est parce que je suis fatigué, il est 18h, etc. Ou alors je suis un musulman, il faut que j'aille à la prière, on a appelé. Ou alors que c'est la messe, il faut que j'y aille, ou je vais rater mon avion. Imaginez, il y a l'avion qui doit décoller tout de suite, il y a une personne blessée, vous êtes seul médecin là-bas. Je dis, ah non, moi je ne vais pas rater mon avion. Attendez, peut-être que je suis de la chance. Non. À perdre votre billet d'avion, mais vous ne devez pas partir. Vous ne devez pas partir. Je vais vous expliquer quelque chose aussi, dans le même cadre, dans le même ordre. Imaginons un médecin qui monte la garde dans une urgence à l'hôpital. À 18h, il doit rentrer à la maison, un autre médecin vient prendre la relève à 18h. Et que jusqu'à 19h, le médecin qui doit le relever n'est pas encore là. Le médecin qui est là ne doit pas partir. Tant que son remplaçant n'est pas là, il ne doit pas partir. Même si ce remplaçant vient vers 23h, 22h, 1h du matin, il doit être là. Parce que la loi dit qu'on ne sait pas ce qui retient l'autre. Pourquoi il n'est pas encore là? Peut-être en cours de route, le médecin qui doit l'appeler a fait un accident. Peut-être qu'il est malade, peut-être en train de dormir, peut-être. Mais toi qui es là et qu'on voit, en tout cas qui est là, tu ne bouges pas. Maintenant, si c'est un remplaçant qui a l'habitude de le faire, ça vous mettez la fait devant la discipline de la direction de l'hôpital. Donc on essaie de voir avec ce médecin pourquoi chaque fois qu'il est de garde, il vient en retard. C'est comme ça que ça va se régler aussi. D'accord? Le code de santé publique précise que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. A le droit d'être informée sur son état de santé. Toute personne. Et ça, c'est fondamental. L'information doit porter sur les différentes investigations menées sur l'état de santé de l'individu concerné. C'est-à-dire, quand vous faites des analyses, que l'analyse revienne,
c'est des investigations. Les radios, c'est des investigations. Vous devez expliquer aux patients que j'avais demandé telle analyse, telle radio, telle. Et voilà ce que chacun a montré. Ça, c'est normal, ça, c'est pas normal, ça, c'est presque normal, ça, c'est bien, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. L'information doit porter sur les différentes investigations menées sur l'état de santé de l'individu concerné, ainsi que sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Tout lui expliquer. Il faut, mesdames et messieurs, expliquer aux patients tout. Le défaut d'explication à un patient, c'est une faute d'un médecin. Il en va de même pour les traitements et actions de prévention qui sont proposés à la personne. Là également, on doit expliquer à la personne tous les médicaments, leurs effets secondaires, comment il faut les prendre, quels sont les effets secondaires, etc. L'information est transmise au patient durant un entretien individuel. Donc, il est là, devant vous, au bureau du médecin, vous lui expliquez. Ce n'est pas l'appel de téléphoner. Ne pas être l'objet d'une dispense qu'en cas d'urgence. Vous ne pouvez pas dire, je suis dispensé de l'expliquer, parce qu'il est pressé, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Sauf qu'il y ait une urgence qu'il faut lever d'abord avant de l'expliquer. Dans ce cas, vous le faites. Nous allons voir plus tard que quelquefois, le patient lui-même dit qu'il ne veut pas savoir. Dans ce cas, est-ce que le médecin va quand même l'obliger à l'expliquer? Je reviendrai. Sauf en cas d'urgence ou en cas d'impossibilité ou de une personne qui est dans le coma, après être dans la circulation, on doit lui couper la jambe, mais on ne peut pas lui demander, parce qu'il est dans le coma après l'accident, on va demander à ses proches. Si ses proches n'ont pas mettre la main sur eux, ils sont loin, et que le temps court, il faut rapidement faire l'intervention chirurgicale, on le fait. Dans ce cas-là, on protège le médecin par rapport à la réaction du patient quand il va se réveiller ou par rapport à la réaction des membres de sa famille. En cas de litige, il y a vraiment des problèmes. La charge de la preuve que cette information a bien été délivrée dans les conditions prévues par la loi pèsera sur le médecin et sur l'établissement de santé. C'est-à-dire, si le malade dit que le médecin ne m'a pas du tout expliqué, sinon je n'allais pas faire ça, la loi dit qu'il appartient au médecin de prouver qu'il a expliqué. Je répète, s'il y a un litige, la charge de la preuve pèsera sur le médecin ou sur l'hôpital. Quand je dis que non, docteur Barry ne m'a pas du tout expliqué, le tribunal dit, docteur Barry, pour nous, donne-nous la preuve que tu l'as bien expliqué. Alors, dans ce cas, la preuve pourra être rapportée par tous les moyens, y compris la levée du secret médical. Vous vous rappelez? Le médecin qui avait opéré ce monsieur, le cancer du testicule, et qui avait envoyé en Algérie. Le cours sur le secret médical, vous vous rappelez? Oui. Et quand les journaux avaient dit qu'il y avait ceci, il a été condamné pour avoir obligé de donner en détail tout ce qui s'est passé. Donc, on vous dit que la preuve pourra alors être rapportée par tous les moyens, y compris révéler le secret médical. Tu ne pourras pas le poursuivre parce que le médecin révèle le secret médical pour se défendre. C'est possible de révéler le secret médical pour se défendre. C'est très important. L'obligation de résultat peut parfois être imposée, notamment pour les établissements de santé, en ce qui concerne les infections nosocomiales, par exemple. L'hôpital, on lui dit, il faut que tu fasses une bonne désinfection de ton matériel, parce qu'on ne veut pas du tout voir d'infection nosocomiale. Une infection nosocomiale, c'est une infection que le patient a contractée à l'hôpital, de par l'effet du sang. C'est-à-dire une infection contractée par un patient pendant son séjour dans l'établissement. C'est ça qu'on appelle l'infection nosocomiale. Nous avons un chapitre là-dessus.
depuis cette fameuse loi. Cette responsabilité est inscrite dans le Code de santé publique qui dispose ainsi que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultats d'infections nosocomiales. Ça, c'est normal. Hein? Les infections nosocomiales, c'est toujours la responsabilité de l'hôpital. Toujours. Mais attention, on a un chapitre en bas qui va parler uniquement des infections nosocomiales et de répercussions. Nous y reviendrons. Ils peuvent toutefois s'exonérer, voilà, dans cette responsabilité en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Par exemple, si l'hôpital peut dire, nous, notre matériel a été bien désinfecté, nos draps sont propres, c'est vrai qu'il y a une infection nosocomiale, mais est-ce que ce n'est pas les parents du patient qui sont venus lui rendre visite qui ont apporté ce germe? De la même manière que tout à l'heure, il a apporté à l'hôpital d'apporter la charge de la preuve, de prouver que ce n'est pas le temps qui est à l'origine de ça. Le manquement aux devoirs généraux, troisièmement. Toute faute, quelle que soit sa gravité, engager la responsabilité du professionnel sous réserve que le patient établisse l'existence. Là, comme on a vu tout à l'heure, la preuve, c'est le patient qui l'apporte. Celui qui accuse, c'est celui qui apporte la preuve de ce qu'elle dit. Dans l'infection nosocomiale, c'est le patient qui accuse, et c'est le médecin qui apporte la preuve qu'il a bien fait une désinfection. Elle peut résulter d'un manquement aux devoirs généraux, c'est-à-dire le premier chapitre de ce cours, ou d'une faute technique, que nous avons vu tout à l'heure. Les manquements aux devoirs généraux sont notamment caractérisés par le non-recueil du consentement et l'absence d'une diligence suffisante. Donc, toujours, le médecin ne doit pas oublier que tout ce qu'il fait au médecin, au malade, il faut qu'il lui explique ça et qu'il lui demande la permission. Évidemment, on ne va pas lui donner la permission de. Non, c'est pas comme ça quand même. Hein? Le patient, je viens vous faire une injection, d'accord? Le patient dit d'accord, ça suffit. Mais montez sur la table et vous examinez, d'accord? Oui, non plus. Mais ce n'est pas de dire la phrase, je vous demande la permission de. Non, non comme ça. Et aussi absence de diligence suffisante. Absence de diligence suffisante, on dit ça tout à l'heure, c'était l'échographiste qui, en faisant l'échographie de la grossesse, a montré que les 4 membres étaient là, alors que l'autre membre s'était arrêté au niveau du coude. Il n'y avait pas d'avant-bras. On l'a accusé d'absence de diligence suffisante, c'est-à-dire de faire doucement dans son travail. Doucement. Alors, le défaut d'information. Une petite minute, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on était sur le défaut d'information. Donc, vraiment, l'information est fondamentale et capitale. La médecine est très, très difficile, surtout dans sa pratique. Il faut informer, L'information, son objectif principal, c'est tout simplement de permettre au patient de donner son avis, son apport, son consentement. Chaque patient est libre de refuser de faire ce que le médecin demande de faire. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que ce n'est pas parce que le patient est libre de refuser de tout ce qu'il demande de faire, vous aussi vous êtes libre de refuser de faire quoi que ce soit. Non, non, justement. Vous avez été formé pour être un médecin. Vous êtes devant une personne qui souffre, qui peut-être, à cause de la souffrance, il devient indiscipliné ou bien inconscient, ne sait pas le risque qu'il court. Il vous appartient de faire tout le possible pour lui expliquer, pour le ramener à la raison pour qu'il soit d'accord. Vous ne devez jamais bouder. Vous ne devez jamais bouder. Dire oui, tant pis, il ne veut pas. Moi, je ne veux pas me fatiguer avec etc. Non, ces discours-là, ce n'est pas le médecin. L'information que vous donnez au médecin a pour objet de permettre au patient, que vous donnez au patient plutôt, l'information que le médecin donne au patient a pour objet de permettre au patient
de donner son consentement ou de refuser. Si les explications sont claires, il a dit oui, je comprends tout ce que vous dites, docteur. On dit le consentement clair, fait des analyses, des soins et des traitements, mais je ne veux pas, docteur. Et que vous savez que là, c'est dangereux. La loi vous dit faites votre possible. Orientez-le jusqu'à ce qu'elle arrive à destination d'un autre médecin qui peut-être pourra faire la même chose que vous, peut-être pourra réussir, hein? Là où vous avez échoué, vous. Ça, c'est fondamental. C'est pourquoi ces deux cours-là, il ne faut pas les apprendre, il faut les lire. Chaque ligne, vous le lisez 10 fois pour comprendre ce que ça veut dire. C'est fondamental. Donc, les manquements invoqués tiennent le plus souvent à l'absence ou l'insuffisance d'information. Une information aussi doit être suffisante. Pardon. Mais prenez ces médicaments, c'est pour traiter l'hémorragie, point. Ce n'est pas une information suffisante. Et quels sont les effets secondaires? Vous ne l'avez pas dit, docteur? Vous ne l'avez pas dit? Ça peut me donner quoi quand je prends ces médicaments? Traiter mon hémorragie. Mais est-ce que ça va amener un autre problème? Vous ne l'avez pas dit. Donc l'information est insuffisante. Il y a une information, mais elle est insuffisante. Vous avez compris cela. L'obligation d'information du médecin, regardez, on a mis obligation, hein, obligé, notamment énoncé dans le code d'ontologie médicale, je pense qu'on a fait le code d'ontologie médicale l'année passée, a été progressivement défini par la loi jurisprudence avant d'être affirmé par la loi du 4 mars. L'information du patient par le médecin est fondamentale, essentielle et obligatoire. Ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a des cas où l'information peut ne pas être. Une personne qui est dans le coma, on ne peut pas venir ou dire, monsieur, réveillez-vous, il faut que je vous explique. Non, il est dans le coma. Un enfant aussi peut ne pas pouvoir comprendre certaines choses que le médecin lui dit. Troisième personne qui ne comprend pas, c'est le malade. Donc, ces trois-là, l'information peut être donnée à ses proches et pas à n'importe quel proche. Il s'agit d'un enfant, c'est à ses parents. Il s'agit d'un malade aussi, à ses parents. Les plus proches, les proches. Les plus proches, ça dépend de qui est le patient. Si c'est un enfant, c'est papa et maman. Si papa et maman, c'est le père. Si la maman, sinon, les frères et sœurs. Après, maintenant viennent les tantes, les oncles, etc., etc. Donc, on vous dit, hormis les cas d'urgence, hormis les cas d'impossibilité, hormis les cas de refus du patient d'être informé. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Parfois, le patient dit, docteur, je reviens sans la maladie. Ce que vous savez, gardez pour vous, juste donnez-moi un traitement pour que je guérisse. Je peux savoir ce que j'ai. Ça arrive. Ça arrive. Donc, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas une impossibilité, s'il n'y a pas un refus du patient d'être informé, alors le médecin est tenu de donner une information loyale, claire et appropriée. Loyale, claire et appropriée. Sur quoi? Sur les risques graves afférents aux investigations, c'est-à-dire les analyses, les radios, etc. Aux soins proposés, c'est-à-dire les médicaments, etc. Et n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu'un tel risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement pour que l'évaluation soit médicalement nécessaire. On donne un médicament qui baisse la tension artérielle, dit oh, mais ça sert à rien. C'est quand on donne ça à 1000 personnes, il n'y a qu'une seule qui va le faire. Donc ça peut dire ça va le faire peur. Et si c'est 1 000e personne qui va le faire, c'est votre patient qui est devant vous. Vous voyez? Donc il ne faut pas dire, c'est un risque qui est exceptionnel, donc, etc. Informé. Et tu es admis
qu'il est impossible d'informer le patient du risque grave réalisé si la nécessité de l'acte médical s'est imposée au cours d'une intervention et que le chirurgien ne pouvait pas informer son patient sans l'exposer au risque de nouvelles interventions sous anesthésie. Lisez bien avant que je l'explique. Je vous donne vous lisez, je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Relisez cette phrase, c'est fondamental. C'est-à-dire, je donne un exemple. Imaginons on opère une femme d'une césarienne. On ouvre le ventre. On l'avait dit, hein, madame, on va faire une césarienne pour sortir le bébé. OK. On ouvre le ventre, on sort le bébé, etc. Tout. Mais on se rend compte, après que l'utérus est détruit, il faut qu'on l'enlève. Il faut qu'on fasse une hystérectomie, soit partielle, soit totale, avec conservation des ovaires, des annexes. Mais là, on ne le savait pas. Au moment où on a mené la femme au bloc, on ne le savait pas du tout. C'est en ouvrant pour enlever le bébé qu'on se rend compte qu'il y a une autre maladie. Ici, ce qu'on vous dit, est-ce que il faut qu'on referme, vous demandez la permission à la patiente pour être sortie du bloc opératoire. Si elle est d'accord, on ramène encore au bloc opératoire, on refait une anesthésie, on recommence. C'est ça le sens. Parce que là, vous ne pouvez pas, sur la table, bon, il est vrai que la plupart des césariennes, est locale. Bon, donc la patiente est là, vous écoute, etc. Mais imaginez que ce soit une anesthésie générale. Pour une maladie, vous opérez, vous enlevez cette maladie, mais vous vous rendez compte que vous avez trouvé une autre maladie qu'il faut également opérer. Et que là, vous n'avez pas parlé au patient parce que vous ne l'avez pas vu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Vous ne l'avez pas vu. C'est en ouvrant que vous vous rendez compte qu'il y a autre chose qu'on ne pouvait pas voir. Ça pose problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi, chaque fois qu'il y a un problème, la loi essaie de corriger, d'apporter des solutions. L'information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables et porte sur les différentes investigations, sur les différents traitements, sur les différentes applications et actions de prévention qui sont proposées, surtout dire aux patients quelle est l'utilité, leur urgence éventuelle de le faire ou ça peut attendre, leurs conséquences graves ou agréables, bénéfiques ou pas, les risques fréquents si on ne fait pas ça, les risques graves, normalement prévisibles, qu'il comporte, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences possibles en cas de refus. La loi porte sur tout cela. Et c'est important. Seule l'urgence, l'impossibilité d'informer peuvent dispenser les professionnels de cette information. Donc, dans le cas de cette dame, chez qui on a trouvé un problème en traitant un autre problème, si c'est urgent, on appelle. Et quand la femme va se lever, on dit, madame, on a fait une césarienne, le bébé est sorti de là, mais on a fait ceci également, parce qu'on ne peut pas vous réveiller pour vous demander si vous êtes d'accord ou pas. Mais si c'est un cas gynécologique comme l'utérus, avec l'utérus, ça, je pense aussi que ça vaut la peine de revenir au bloc opératoire, sauf que le saignement ne soit une rupture utérine. Ce qu'on appelle rupture utérine, vous verrez ça plus tard. Quand c'est une rupture utérine, on ne peut plus absolument rien, il faut qu'on l'enlève, dans ce cas, on l'enlève. Mais s'il y avait une possibilité de faire quoi que ce soit, parce que l'utérus est très important pour une femme à qui on a amené son utérus ne va plus faire des enfants.
Il ne va plus faire des enfants. Donc ça, c'est fondamental. Seule l'urgence, donc, ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le professionnel de cette information. Cependant, cette obligation d'information n'exclut pas que le médecin puisse exceptionnellement, en application du code déontologie médicale, limiter l'information de son patient sur un diagnostic ou un pronostic grave. C'est-à-dire que, quand même, le médecin, on peut lui dire, ce n'est pas toutes les choses que tu dois dire au patient. Si c'est quelque chose qui est grave, imaginez par exemple quelqu'un qui vient consulter pour un paludisme, le fait de lui dire que c'est un paludisme, ou bien je vais donner un médicament pour le paludisme, on peut s'en passer de ça peut-être. Mais quand vraiment quelque chose de grave, de sérieux, comme diagnostic, il faut informer le patient, discuter avec lui, demander son consentement. Toujours dans le défaut d'information. Mais cette limitation doit être fondée sur des raisons légitimes. Vous voyez, on a vu des raisons légitimes. Et dans l'intérêt du patient, apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du patient. Si maintenant je dis ça, c'est pour la peur de l'informer, il faut que je sois capable d'expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas seulement demander pourquoi je juge que ce n'est pas nécessaire, alors que pour le patient, c'est nécessaire. Et même si ce n'est pas nécessaire, ne fasse pas, si en cours de traitement, je vois que ça devient sérieux maintenant, alors dans ce cas, j'informe. L'obligation d'information du médecin n'implique pas ça de rédiger un écrit. C'est-à-dire, il ne faut pas que dire que, oui, pour que le patient ne puisse pas dire que je ne l'ai pas informé, je vais écrire sur le papier, je vais les remettre. Non, ce n'est pas important. Le médecin peut prouver qu'il a informé sans pour autant passer. Vous savez que le juge est juste après son conviction. Le médecin peut dire devant la barre aussi, devant Dieu et devant les hommes, que je l'ai informé de vivre voir dans mon bureau. On était deux, lui et moi. C'est ça la preuve. Le juge ne pourra pas lui dire que ce n'est pas suffisant. C'est suffisant comme preuve. Il n'y a pas autre chose que le médecin puisse faire. Le médecin n'a pas le droit d'enregistrer le patient lors de l'information. Je mets mon magnétophone, mon téléphone, j'arrête la conversation pour que demain je montre au juge. Non, ce n'est pas l'appel de faire tout ça, ce n'est pas important ça. Le juge est un être humain comme vous. En vous écoutant, il sait si vous avez raison ou pas, plus souvent. Cette obligation d'information trouve également sa source dans l'application du code de déontologie médicale et a été affirmée par la charte du patient hospitalisé. On a vu l'année passée. Sur cette obligation, le patient est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et précise sur les signes, les risques graves afférents aux investigations et aux soins proposés. La maladie que le patient a, quels sont les signes de cette maladie grave, permettant au patient de choisir ou non d'accepter le traitement et de donner son consentement éclairé. Chaque patient a le droit d'accepter ou de refuser ce que le médecin lui demande de faire. Important sur tout risque prévisible, même exceptionnel. Il ne faut rien négliger. Même si 1 million de personnes ont pris ce traitement, il y a une seule qui a fait des effets secondaires, il faut que je le sais. C'est fondamental. Dès lors que le chirurgien a choisi une voie opératoire comportant des dangers, que d'autres types d'interventions peuvent être pratiquées et qu'aucun élément médical ne peut de le retenir, que l'état du patient justifie la rapidité ou l'urgence de cette intervention, le patient doit être clairement informé des risques des techniques opératoires, des risques de chacune et des risques d'aggravation de ce cas. C'est-à-dire, si par exemple un chirurgien doit opérer un patient, il y a plusieurs façons d'opérer. Mais lui, il préfère prendre la nouvelle technique qui est utilisée un peu partout dans le monde. Par exemple, il faut que le médecin informe le patient que d'habitude pour votre maladie, on peut l'opérer en faisant ceci, ceci. Mais il y a une nouvelle façon d'opérer. Si vous voulez, je vais utiliser cette nouvelle méthode. Donc le patient est d'accord, on l'appelle par cette nouvelle méthode. La seule information orale ne suffit pas à répondre aux exigences précises de l'énoncé, retranscrit des dispositions du Code de santé publique, notamment l'obligation de remettre un dossier d'information écrit et de procéder à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion et après une confirmation écrite du patient.
Donc, information orale, mais ça ne suffit pas également. Il y a une information orale, mais dans le dossier du malade aussi, on écrit que le patient a été informé et est d'accord sur le principe. Pourquoi? Parce que demain, le dossier peut être hérité par un autre médecin. Il faut qu'il sache ce qui a été fait avec ce patient. Mais la responsabilité de l'établissement ou du praticien n'est pas engagée en cas d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente. Par exemple, s'il y a un patient qui arrive, urgence de l'hôpital, on doit l'informer avant de l'opérer. Mais l'urgence est telle qu'on n'a pas le temps de l'informer. Il faut vite qu'on opère. Alors, dans ce cas, on ne pourra pas porter plainte contre l'hôpital. L'hôpital a fait exactement ce qu'il fallait faire. C'est comme par exemple un patient qui a été heurté par une voiture, qui a broyé sa jambe. La jambe, une roue de voiture a broyé sa jambe, donc la jambe ne vaut plus absolument rien. Il faut qu'on la coupe. Alors, avant de faire l'information, on fait l'urgence d'abord parce que c'est très important. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. La prochaine fois, on va continuer encore. Quand est-ce qu'on a cours encore, Barry? Oui, vous l'avez raconté. Voilà. C'est là à la femme qu'elle va mourir dans 3 mois. Tellement le cancer était en avant. La mère est revenue 6 mois après. Mais qu'est-ce que tu fais là? La dame lui dit, mais docteur, vous m'avez donné rendez-vous dans 6 mois. Et le médecin lui dit, mais je pensais que tu vas mourir parce que ton cancer était tellement en avance. Non, 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 j'ai associé le traitement traditionnel en utilisant quoi? Des plantes. Alors le médecin lui a dit, on y va, tu montres les plantes. Et ce qu'on a découvert sur ces plantes-là, quand on les a cueillies, amenées au laboratoire, analysées tout ça, c'était des médicaments contre le cancer, la vincristina. Et cette histoire a été racontée dans une revue de l'Organisation mondiale de la santé. Pour vous dire, histoire, on ne doit pas dire à quelqu'un qui va mourir. On ne pas dire ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est le comportement. Si vous dites à un patient, mais s'il devait mourir dans 4 jours, il va mourir demain tout de suite ou demain. S'il doit mourir dans 1 an, il va mourir dans 1 mois. Il devait mourir dans 6 mois. Oui, mais monsieur, ce patient pour poursuivre droit à l'information. Et le sa femme devant le tribunal aussi. Bien. Si, mais quand il était Écoute, la femme, si le patient est déjà mort, il ne pourra pas poursuivre parce que tu ne m'as pas informé que je vais mourir. Parce qu'il est déjà parti, donc il ne peut poursuivre personne. Par contre, s'il dit que tu vas mourir dans 3 mois et que dans 4 mois il est encore là, moi je porte plainte contre le médecin qui avait prévu ma mort 3 mois avant, alors que je suis à mon 4e mois. C'est ça. Il y a des cas où c'est votre conscience qui parle. Vous oubliez votre statut de médecin, votre conscience, vous oubliez votre cœur même. Votre raison, c'est le qui parle. Ensuite, le juge qui est passé par votre plainte. C'est un être humain aussi, c'est à vous de savoir. C'est lui-même qui juge, mais il juge ne maîtrise pas toujours si ça, c'est important à prendre en charge. C'est vrai le juge aussi, quand il prend une décision, on dit qu'il prend une décision avec son intime conviction. C'est ce qui est consacré. Intime conviction. Parce qu'il n'y a pas de. Le juge prend des. Chose qui a regardé dans les chroniques criminelles. On a fait toutes les investigations, c'est pas pourquoi c'est le monsieur qui a tué la jeune fille au bord du Mago. On ne sait pas. Il n'y a aucune preuve. Rien ne prouve que ça. Le juge regarde le dossier, regarde le dossier et tout. Je suis convaincu, sans vous l'expliquer, que c'est lui qui a tué. Et le juge, on va lui demander d'expliquer. Le juge, je ne peux pas dire les supérieurs parce que le seul juge suprême, c'est Dieu.
Et au-dessus du juge, il y a d'autres juges que lui, c'est-à-dire la Cour d'appel, la Cour de cassation. La Cour de cassation, quand vous êtes à la Cour d'appel, on va réjuger le dossier. Non, on juge la façon dont le juge a jugé le dossier. Mais on ne va pas dans le fond du dossier. Donc, à la fin, après délibération, quand le procureur général a parlé, l'avocat de la défense, l'avocat a participé tout, le juge est réfléchi. Il réfléchit pendant 2 mois, c'est ce qu'on appelle délibéré. On renvoie. Donc, le procureur a demandé 5 ans de prison. Maintenant, l'affaire est renvoyée au 26 juillet pour délibération. Durant tout ce temps, le juge sera dans sa maison, dans son bureau, dans sa conscience, en train de réfléchir sur le dossier, qu'est-ce que je dois faire. Et on lui donne plus l'affaire est compliquée, plus le délibéré est renvoyé à un temps. Quand on va délibérer, quand on se retrouve au tribunal, il faut absolument que le juge donne un verdict. Maintenant, s'il y a une partie qui n'est pas d'accord, il fait appel. On prend le dossier, on l'amène maintenant à la cour d'appel, on le juge. Après la cour d'appel, s'ils ne sont pas d'accord, ils font cassation. La cour de cassation, également, quand on casse ça, tout va recommencer à zéro. Avec les instructions de la police, de la gendarmerie, ensuite le procureur, ensuite le juge, etc. Mais c'est rare qu'on en arrive là. Voilà. Mais tout est possible. En matière de responsabilité médicale, de droit médical, c'est extrêmement compliqué. D'accord? Oui, monsieur. Ok. Merci